Fidèles téléspectateurs de l'RTLC Katanga, nous vous disons bonsoir, vous qui avez choisi notre chaîne pour en savoir plus dans le cadre de ce magazine concret que vous avez pris l'habitude de suivre chaque mardi à 20h15 et jeudi en rediffusion à 13h45. C'est parti pour ce nouveau numéro concret qui reçoit pour vous M. Jean-Luc Kayoko, qui est au fait coordonnateur général de la PODEFIP. Avec lui, nous allons parler des réalités actuelles en ce qui concerne les finances publiques. Vous vous rappelez que nous l'avons déjà reçu pour qu'il nous explique qu'est-ce qui se passe sur les réalités de l'économie en RDC. Mais aujourd'hui, nous allons parler avec lui de ces difficultés en ce qui concerne les finances publiques. Monsieur Jean-Luc Kayoko, nous vous disons bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Oui, très bien. Le plaisir est pour moi de vous recevoir encore pour la deuxième fois. Je vous en prie. En fait, nous entrons tout de suite dans le vif du sujet. Les finances publiques en RDC. Comment ça se comporte actuellement? Généralité. En généralité, ça se comporte mal. 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 Ça se comporte mal. Quels sont les indices sur lesquels vous vous basez pour dire que ça se comporte mal? Oui, nous n'avons qu'à voir comment notre monnaie est en train de bouger. Nous n'avons qu'à voir les prix de biens de première nécessité. Comment ça augmente du jour au soir. Et en plus, vous allez remarquer que nous démarrons toujours avec un budget prévisionnel et puis on le revoit toujours. Nous étions à 11 milliards, aujourd'hui on a revu. On avance comme argument Covid, mais moi j'ai toujours dit, d'abord les 11 milliards, ce n'est même pas un budget, ça ne devait même pas être un budget pour la République démocratique du Congo. D'autre part, la culture fiscale n'existe pas. Comme je ne cesse de le dire, il y a un troisième élément, c'est la chaîne des recettes qui est trouée. Donc, en plus de manque de culture fiscale, nous avons aussi la chaîne de recettes qui est trouée. Et en plus, les gens qui doivent à l'État ont beaucoup de protection. Et ce qui est bizarre, c'est que ce sont les autorités elles-mêmes. Il est dans le gouvernement, mais lui-même refuse que tel ou tel autre assujetti ou contribuable paye les taxes de l'État. Mais lui-même, il vit à cause de ces taxes de l'État et des impôts. Donc, son charroi automobile, les études de ses enfants, lui-même, tout, ce sont les impôts et les taxes qu'il paye. Mais lui-même, il est barrière aussi à la mobilisation de recettes. Et ça, c'est une controverse terrible et dangereuse qui accentue la pauvreté. Parce que, quand lui ne paye pas, mais dans l'entretemps, ce que les autres ont payé, on doit lui payer lui. Donc, ça devient quoi? Ça décourage même le peu de citoyens qui sont en train de payer leurs taxes et leurs impôts. Donc, nous devons arriver à un niveau où la culture fiscale doit être plus assurée par les autorités. Et les autorités doivent être des exemples. Donc, voilà un peu les indices qu'il y a, qui ne trompent pas. Les indices qu'il y a, qui ne trompent pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez soulevé cet aspect des politiques ou sinon des autorités, s'il faut le dire ainsi, qui bloquent à un moment cette facilitation pour qu'on ait des taxes, des impôts qui doivent payer, d'abord les autorités. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a que les autorités qui bloquent le système ou qui sont également à la base de cette anomalie sur le plan financier ou sinon sur le plan économique? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres agents également de services de l'État qui interviennent, qui bloquent aussi que les caisses de l'État soient renflouées? Oui, quand je parle de la chaîne des recettes, ça concerne les fonctionnaires. Parce que qui mobilise les recettes? Ce sont des fonctionnaires. Ce sont des services générateurs de recettes. Donc ça veut dire, nous avons des RACH4, des GERAD, des GDA, des GI,
tout ça, ce sont des fonctionnaires. Quand je parle que... les autorités. Non, la chaîne de recettes est trouée. Ça veut dire que c'est tout ce monde-là. Tous sont concernés. Tous sont concernés. Et c'est pour ça que moi je pense qu'il faut qu'on arrive aux aviseurs. Que les citoyens congolais comprennent que c'est leur argent. Ça, je ne cesse de le dire. Les citoyens congolais ne savent même pas que la route qu'on est en train de réhabiliter, qu'on est en train de construire, c'est son argent. Donc, moi, c'est une anomalie. C'est parce qu'on ne connaît pas que c'est son argent. C'est ainsi que, quand on construit une route, tu vois un Congolais aller acheter même le ciment. Moi, je me dis, mais est-ce que nous sommes dans quel pays? Où tu donnes ton argent, c'est comme un papa qui donne l'argent à la maman pour aller acheter les condiments. Mais papa lui-même revient en retour, il vole le condiment. Mais c'est ce que nous faisons, nous, les citoyens congolais. Nous sommes des parents de l'État congolais. Quand on dit pouvoir au peuple, ce n'est pas le pouvoir seulement des élections, ma sœur. Ah ben justement, c'est là qu'il y a un problème en ce qui concerne le pouvoir au peuple, ou le pouvoir qui doit revenir au peuple. J'aimerais que vous explicitiez un peu à ce niveau-là. Le pouvoir au peuple, ça ne veut pas dire les élections seulement, non. Ça veut dire que le pouvoir du peuple, des citoyens, c'est aussi parce que c'est lui le bailleur principal du gouvernement et provincial et national. Parce que si les citoyens ne payent pas ces taxes et ces impôts, le gouvernement n'a rien. Donc ça veut dire que c'est ce pouvoir-là que les citoyens doivent considérer. Parce que c'est lui qui peut décider si tu peux être là-bas ou pas. C'est lui qui te donne le moyen. Vous pensez que c'est un petit pouvoir. Mais c'est un manque de veille de conscience. Parce que si les citoyens comprennent son rôle, vous avez vu, je vais vous donner un exemple d'un pays où le gouvernement avait décidé d'investir ici chez nous dans le central de Inga. Les citoyens ont dit non. Se sont mobilisés. Notre argent dans Inga, non. Voilà le pouvoir du peuple. Ce n'est pas ce qu'on nous raconte à la télévision. On essaie de dire pouvoir au peuple parler. Non, mais ça, c'est le réel pouvoir que les citoyens détiennent. C'est qu'il est bailleur. S'il ne donne pas de l'argent au gouvernement, le gouvernement ne tourne pas. S'il ne paye pas ses impôts et ses taxes, il n'y a rien. Je répète encore, l'État n'a qu'une seule source principale, impôts et taxes. Vous martelez trop sur ça. Si, c'est une prise de conscience. Nous, parce que, ma soeur, vous savez, on peut faire tout le contrôle possible. Vous savez, il y a le contrôle de l'IGF, l'inspection générale des finances, il y a le pouvoir de tutelle qui est le gouverneur, mais il y a le contrôle citoyen. Pourquoi est-ce que le contrôle citoyen n'est pas efficace dans notre pays? C'est parce qu'au départ, les citoyens trichent. À lieu de place de payer $100, de la payer $10. Est-ce qu'il va contrôler là où est parti l'argent? Consciencieusement, il s'est dit, moi-même, je n'ai pas payé. Alors, je veux contrôler comment? J'ai corrompu. Est-ce que ce système, puisque nous parlons du fait qu'il faudrait voir les stratégies, les difficultés qu'on rencontre en ce qui concerne les finances publiques, parce qu'au début vous avez déjà dit que les finances publiques vont mal, ça ne marche pas, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que lorsqu'on parle, vous avez également soulevé la chaîne de dépenses des recettes plutôt qui est trouée. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire sans crainte que l'une des solutions, c'est d'échanger à tous les niveaux des responsables, les agents, les fonctionnaires de l'État à tous les niveaux? Parce que tout récemment, on a même pu voir un document, par exemple de la société de l'entreprise comme la DGDA, où il y a des sommes importantes que les inspecteurs reçoivent pour faire passer tel ou tel autre dossier. On a vu des $150 000, $200 000, et pourtant c'est de l'argent qui doit revenir à la caisse de l'État. Est-ce qu'il ne faudrait pas également nettoyer dans ce secteur-là? Oui, nettoyer ne suffit pas.
Nettoyer, vous allez faire remplacer les mêmes personnes par d'autres. Donc, le moindre mal, en fait. Il n'y a pas de moindre mal. Mais si il entre et le système n'est pas changé, c'est foutu. Il devient système. C'est un problème de bloquer le système. Par exemple... Comment faire pour bloquer le système? Oui, bloquer le système. Je prends par exemple. Est-ce que vous pensez que les données de Kasumbalès sont les mêmes données qu'il y a à Lombashi? Non. Il y a même des véhicules ici qui ne sont pas connus par l'État. On ne sait même pas comment c'est entré ici. Mais c'est passé, ça se trouve ici. Donc, si nous voulons commencer les choses, il faut d'abord arriver à moderniser cette chaîne de recettes. C'est-à-dire que nous devons avoir des banques de données que nous n'avons pas aujourd'hui. Allez chez DGDA, allez chez DGRAD, allez poser leur la question. Vous avez combien d'assujettis? On va tâtonner. Donc il y a d'autres commerçants ici, opérateurs économiques, qui ne sont pas connus, qui ne payent pas. Qui ne payent pas parce que c'est la DGDA qui les a mis dans cette situation où ces opérateurs économiques se retrouvent en face d'une situation ou d'un système qui les a permis d'être comme ça. Oui, mais c'est le système, évidemment. Je vais te donner un exemple. Est-ce qu'un inspecteur de la douane, un directeur de la douane n'a pas le droit d'avoir une agence en douane? Mais or, toutes ces agences en douane appartiennent aux travailleurs de DGDA, ou soit d'un directeur qui est à Kin, soit qui est dans une autre province, ou un inspecteur localement ici. Oui. Un directeur, disons un responsable à la douane ne peut pas avoir une agence en douane. C'est ce que la loi dit. Si. Et même devenir opérateur économique. Normalement, ce qui est vrai, quand on devient ministre, si on avait des activités commerciales, on doit arrêter. Quand on devient ministre. Oui, quand même tu deviens député. C'est ça la loi. Vous ne pouvez pas faire le deux. Parce que maintenant, aujourd'hui, quand vous êtes député, vous êtes commerçant. On vous dit, il faut aller contrôler des GDA. Mais vous-même, vous êtes dans la mafia des DGDA. Comment vous allez contrôler des GDA? Parce que le directeur va dire, honorable, vos histoires arrivent. Hein? Et puis vous, dans la commission, vous allez dire quoi? Dire, tu vois, c'est notre type. Et voilà, ça s'arrête là. Donc c'est un problème de système. Le système, il faut le détruire. Pour détruire le système, il faut punir. Et pour punir? Pour punir, non, pour punir, il faut attraper. Or, on attrape chaque jour. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas? Fraude, nature, par nos substituts. Détruire le système, oui. Punir, oui. Et puis, il faut trouver la fraude. Oui. Ok. Et puis, en plus, nous devons aussi reconnaître que la vie, nos impôts et nos recettes sont faibles aussi par rapport, on n'y met pas de moyens. Parce qu'il faudrait aussi une forte sensibilisation de veille de conscience des assujettis. Pour que les gens comprennent que si je ne paye pas, je n'aurai pas de route. Si je ne paye pas, je n'aurai pas des hôpitaux. Parce qu'il faut qu'on arrive que les gens puissent intérioriser cela. Parce que si nous intériorisons cela, nous commençons à payer à la normale, nous allons faire un contrôle citoyen. Aujourd'hui, il est difficile parce qu'au départ, vous ne payez pas. Si vous payez, c'est à peine. Il faut qu'il y ait un fouet derrière. Tout ça, c'est bien beau. C'est pour ça que les citoyens congolais, parfois, quand vous réclamez, moi, j'ai pitié. Parfois, on dit, vous défendez le gouvernement. Non, chacun doit jouer sa partition. Chacun doit jouer sa partition. Donc, l'État a besoin des citoyens. Les citoyens ont besoin de l'État. Donc, s'il y a une complémentarité qui s'est faite, donc, les citoyens doivent payer ses taxes et ses impôts pour donner des moyens à l'autorité. Et l'autorité doit répondre aux besoins des citoyens. L'autorité doit répondre aux besoins des citoyens. La fois dernière, lorsque je vous avais reçu dans cette émission,
vous avez insisté sur un aspect qui, malheureusement, on constate que ça continue. On ne sait pas ça va prendre combien de temps. Vous avez soulevé cet aspect des véhicules qui ont des plaques d'immatriculation STA. Et la curiosité du journaliste que je suis, j'ai eu le temps également de vérifier encore une fois. Effectivement, on se rend compte qu'il y a plus des véhicules qui ont des plaques d'immatriculation STA. Quel véhicule? Ce sont des véhicules de luxe. Je l'ai constaté aussi. Mais vous qui êtes en train de parler des finances publiques qui vont mal, vous qui exhortez au fait la population congolaise en général, au katangaise en particulier, de faire cet effort de payer les taxes et les impôts pour donner au gouvernement la politique de ses moyens, vous l'avez dit l'autre fois. Est-ce qu'il n'y a pas un danger dans ce que vous voulez et la plupart de ces véhicules, malheureusement, appartiennent aussi à ces autorités, appartiennent à des politiques et ce sont des véhicules, je dirais, vraiment luxueux. Voilà, votre point de vue. Bon, le malheur, c'est que nous avons dénoncé. Nous ne cessons de le répéter. Mais l'autorité doit se saisir. Parce qu'au fait, l'autorité en elle-même ne peut pas à un certain moment agir, mais nous dénonçons. C'est à lui d'agir. Parce qu'en fait, qui est en train de rouler dans ces véhicules? Ce sont les mêmes autorités, apparemment. C'est leur entourage. Si ce n'est pas lui, c'est son entourage. Si ce n'est pas son conseiller, c'est son DIRCAB. Si ce n'est pas son DIRCAB, non, c'est le même entourage, la même famille. Mais c'est à lui de prendre une décision d'autorité. Pourquoi sur son véhicule officiel, c'est écrit quand vous voyez que vous dites ça, c'est le gouverneur. Pourquoi les véhicules officiels, mais pourquoi on encourage les véhicules privés? Vous savez le danger. J'ai dit à ces gens-là qui roulent avec ces véhicules, les dangers. Un jour, vous avez mis que c'est pour l'État, non? Quand c'est STA, c'est-à-dire qu'un véhicule qui appartient au gouvernement, on peut l'affecter à n'importe quel service. Oui. C'est ce que ça veut dire. S'ils prennent ça pour le plaisir, mais ils sachent qu'un jour, on va arracher. Non, vous avez assez roulé avec les véhicules de l'État. Donnez, on met dans un autre service. Non, tel service n'a pas assez de véhicules. On arrête tous ces véhicules STA là. On les perturbe dans les services. On va voir. Et moi, je suis en train de dire qu'il y a des choses que Mobutu faisait qu'on se plaignait, mais qu'il faut revenir à ça. Par exemple quoi? Les STA là, ça doit être un véhicule de l'État, pas d'un individu. Donc ça veut dire que demain ou après-demain, on peut changer de service de ce véhicule. Deuxièmement... Donc une autre affectation pour ce véhicule-là. On peut l'affecter même à Kasenga. S'ils ne savent pas, c'est ça STA. Qu'ils aillent bien poser la question à celui qui leur donne ses plaques. Ça veut dire que ce sont des véhicules du gouvernement. Ce ne sont pas des véhicules privés. Un véhicule privé a une plaque normale. Est-ce que, puisque c'est une question qui, vraiment, ma curiosité en tant que journaliste, véhicule STA, est-ce que ce n'est pas une manière pour ceux-là qui ont des plaques d'immatriculation STA de ne pas verser les taxes ou encore les impôts? C'est évidemment ça. C'est pour échapper aux taxes et aux impôts qu'ils ont pris cette immatriculation. Il y a même des véhicules qui circulent ici sans plaque. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez les véhicules qui circulent sans plaque d'immatriculation? D'abord, ça encourage le banditisme, parce qu'on ne sait pas à qui ça appartient. Ça peut faire une gaffe et disparaître. De deux, c'est un manque à gagner pour le trésor public. Et les véhicules fumés là, ça veut dire quoi? C'est une culture qui ne doit pas exister. Donc vous êtes aussi contre le véhicule fumé? Oui. Pourquoi? Parce que ça favorise beaucoup des antivaleurs. Bon, ça c'est une autre question, hein. C'est une autre paire de manches, parce que je ne pense pas que la loi interdit aux citoyens congolais d'avoir des véhicules... Non, c'est permis où? C'est une question, hein, parce que vous êtes mieux placé pour les finances publiques. Non, ce n'est pas permis. C'est permis seulement aux services de sécurité. D'avoir les véhicules qui sont fumés, oui. En RDC. Oui. Et la période de Mobutu, si tu fumes ton véhicule, on te l'arrache le même jour. Ça va au service de sécurité. Parce que, en fait, tu es citoyen. Pourquoi tu mets les véhicules fumés? Quel est l'intérêt?
Pour que quand tu voles l'argent de l'État, tu remplis dans ton véhicule, les gens ne voient pas. Non, parce qu'on a besoin parce qu'on a besoin d'être un peu caché, vivre caché. Pourquoi? Vivre caché. Non, tu vas vivre caché dans un pays qui ne t'appartient pas. Le Congo nous appartient tous. Toi, tu vas vivre caché comment? Tu dois te reprocher quelque chose. Et ça aussi, ça fait partie de l'insécurité, violer nos enfants. Nous ne sommes pas dans ce débat-là. Oui. Je rappelle, fidélisateur de la RTNC Katanga, que nous recevons pour vous Monsieur Jean-Luc Kayoko, qui est au fait coordonnateur général de la peau des FIP. Avec lui, nous sommes en train de parler de cette grande question sur comment faire les stratégies pour que nous ayons des finances publiques qui soient plus ou moins intéressantes dans ce pays. Voilà. Monsieur Jean-Luc Kayoko, la question sur les plaques d'immatriculation STA, vous dites non à cela, vous donnez les arguments, mais est-ce que vous avez déjà eu le temps, nous sommes dans la province du Haut-Katanga, d'en parler de vive voix avec ceux qui gèrent la province du Haut-Katanga? Voilà. Le gouverneur Jacques Aboula. Oui. Nous sommes en train de faire un travail, des propositions concrètes, parce que nous avons nos collaborateurs qui sont sur le terrain, en train de sensibiliser autour de ça. Mais nous nous sommes dit, après cette campagne avec des RH4, parce que nous sommes en train de vivre les réalités, pourquoi les citoyens ne payent pas? Ouais. Pourquoi les citoyens ne payent pas les taxes et les impôts? Pourquoi est-ce que les entreprises ne payent pas les taxes et les impôts? Parce que nous sommes en train de nous dire, d'abord, parce que vous savez les problèmes ici des véhicules, il y a des entreprises qui ont des véhicules qu'on ne connaît pas. Il y a des entreprises qui ont plus de véhicules mais qui déclarent 10 ou 3. Parce qu'il y a une complicité à la base. Et je pense que c'est parmi les grandes propositions que nous sommes en train de préparer pour présenter ça à l'autorité. Parce que nous n'allons pas continuer à applaudir. Il a fait les routes, c'est bien beau. Mais qu'est-ce que nous faisons pour qu'il puisse être encouragé? Qu'est-ce que nous faisons? Nous n'allons pas continuer seulement à applaudir. Nous avons notre part. Vous savez, nous sommes en train de faire un jeu qui ne profite à personne. La méfiance mutuelle. Les citoyens se méfient de l'autorité parce que l'autorité, ils prétendent que l'autorité ne fait pas bien, ne gère pas bien l'argent qu'on lui donne. Mais dans l'entretemps, lui aussi, il dit, bon, si vous ne me donnez pas l'argent, je vais vous donner quoi? Est-ce que c'est les premières personnes à lui donner l'argent dont il a besoin, les moyens de sa politique, ce n'est pas d'abord son entourage? Par exemple, pour les cas de véhicules STA... oui, mais c'est tout ça que nous sommes en train de condamner. Mais ce qui est vrai, il ne faudrait pas qu'on se contente seulement de ce petit groupe-là. Ce petit groupe, nous devons le condamner. Nous devons arriver, en fin de compte, à qu'on arrache ces plaques d'immatriculation. Mais aussi, nous avons aussi un devoir. Nous avons un devoir. Le devoir de citoyen, c'est quoi? Ce n'est pas seulement de réclamer, non, vous tenez non, oui, pas vous tenez mais ce n'est pas avec les doigts. On n'arrive pas à Ngapi. Parce que si nous voulons rentrer un peu à l'arrière, nous allons nous rendre compte que ce sont les citoyens qui ont plus de crédit envers l'État. Que l'État congolais. Les citoyens congolais ne sont pas déçus justement de cet État congolais qui est incapable de résoudre ou sinon de résoudre les priorités de cette population. Est-ce que c'est pas une déception? Oui, évidemment. Vos priorités, c'est bien beau de réclamer. Mais vos priorités, on va les résoudre avec quoi? Quand les gens disent à l'époque belge, mais à l'époque belge, on payait beaucoup de taxes. Ne vous en faites pas. Quand vous appréciez des pays voisins, ils payent leurs taxes. Parce qu'ici même, nous-mêmes là, on n'a même pas la culture d'abord de la facture. On fait perdre combien d'argent à l'État? Nous-mêmes, nous faisons perdre... Toi, tu vas acheter... tu vas faire tes provisions dans un supermarché. Et après, tu ne réclames pas la facture. C'est de l'argent perdu. Parce que ces gens-là sont les opérateurs économiques. Quand les gens disent qu'il faut avoir pitié d'eux, moi j'ai pitié de ceux qui disent ça. Je m'en prends à eux. Pourquoi est-ce qu'ils ne nous donnent pas de factures?
Parce qu'ils ont déjà fait des négociations avec les percepteurs. Vous voyez la chaîne de recettes, comment elle est trouée. Ils ont déjà fait des arrangements. Ils savent que peu importe, à la fin de l'année, je paierai seulement 10 000. Même s'il a fait autant de bénéfices. Tout ça, c'est le manque à gagner. Donc ça veut dire que le citoyen doit remplir aussi son devoir. Il ne suffit pas de condamner. Et nous avons l'habitude toujours de condamner. Mais et nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Tout le monde passe sur les avenues. Ah, non. Celui-ci, il a bien fait. Des gens de Kinshasa sont en train de venir tous les jours visiter, féliciter. Féliciter le gouverneur. C'est bien, vous le félicitez. Mais dans l'entretemps, maman, Kinshasa, ça fait depuis qu'ils sont là, le gouvernement central. Ils n'ont jamais rétrocédé. C'était l'argent qui devait aider le gouverneur à faire encore mieux. On vous sent plus en train de défendre le gouverneur Jacques Yabula que défendre la population que nous sommes, nous, sociétés civiles. Oui, maman, entendons-nous. Vos priorités, là. Oui, nous, sociétés civiles. Ouais, vos priorités, là. C'est avec l'air et le vent qu'on va les réaliser. Ah ben, je ne sais pas, c'est vous qui le dites. Hein. Mais parce qu'en fait, ce que je fais ici, c'est un éveil de conscience des citoyens. Les citoyens doivent reconnaître leur pouvoir. Et le pouvoir des citoyens, je le répète encore, ne se limite pas aux élections. Leur pouvoir, c'est aussi parce qu'ils donnent le moyen de la politique du gouverneur, du président de la République. Donc, défendre les citoyens, c'est de dire, ah, les citoyens ont assez payé, hein, Excellence, monsieur le gouverneur, mais les priorités, maintenant, il faut résoudre. Il a commencé, oui. Vous avez suffisamment. Oui. Et à ce moment-là, nous devenons citoyens, nous disons, papa. Mais ici, on est en train d'arranger les balabala. Mais si je vous dis qu'ils sont en insuffisance, vous allez dire encore que je les défends. Parce que je viens de quelque part avant que je n'arrive ici. Oui, vous étiez dans un autre coin de la RDC. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Dans ce coin-là? Non. Je suis allé palper une réalité. Donc, nos entreprises ici doivent au gouvernement provincial, doivent aux ETD. Vous savez que les entreprises minières, je le répète encore, nous sommes une province minière. Parfois, quand on parle de mines dans le Haut-Katanga, c'est comme qui dirait c'est étrange. C'est sacré. Il y a beaucoup de non-dits pour les entreprises minières. Les entreprises minières ont beaucoup de dettes et envers le gouvernement provincial et envers les ETD. On vient de constater que à chaque mois, ils diminuent la redevance. C'est dû à quoi? Dans l'entretemps. C'est dû à quoi le fait qu'on diminue la redevance? Ce sont ces histoires-là de négociations de la chaîne des recettes. Le parrain est à Kinshasa? Oui, le parrain est à Kinshasa. Il donne des injonctions à la division des mines. La division des mines diminue. Parce que quand vous allez sur le terrain, vous n'allez pas trouver les agents. Ça se négocie à Lubumbashi. Mais là où les opérations se font, c'est à l'intérieur. Même ici, les entreprises minières travaillent en fonction. On leur verse l'argent d'avance, ils travaillent, ils transfèrent le produit. Donc, ils ont déjà vendu. Or, la redevance minière, c'est sur le produit marchand. Donc, le produit est déjà marchand. Donc, on devait payer directement la totalité. Parce qu'ils n'ont pas vendu à moitié. Ils ont vendu dans la totalité. Mais dans cette totalité, est-ce qu'ils ont payé la totalité et allait t'aider? Mais quand il s'agit de Kinshasa, les 50% de Kinshasa, on les envoie vite. Je me pose la question, d'où est venu l'argent qu'ils envoient à Kinshasa très rapidement? Et le reste, pour la province, ça devient un problème. Est-ce que cette situation que vous déplorez, en tant que coordonnateur général de la PODEFIP, en tant qu'un citoyen qui vit les réalités de la société civile, ce que vous déplorez aujourd'hui en ce qui concerne la redevance minière, parce que nous sommes dans ces stratégies pour voir comment les finances publiques doivent évoluer dans la province du Katanga en général, ou sinon particulièrement la province du Haut-Katanga,
Est-ce que cette situation que vous déplorez, ce n'est pas le fait que les différents gouverneurs qui ont succédé dans cette province avaient déjà mis un système qui faisait en sorte que les entreprises minières se sentent le plus favorisées ou encore les intouchables dans les provinces? Oui, quand nous prenons notre code minier de 2002, ça a donné beaucoup de faveurs aux entreprises minières. Donc les entreprises minières, c'était... En tout cas, si aujourd'hui les entreprises minières sont en train de se plaindre dans ce pays, non, ces gens-là n'ont pas de cœur. Vous savez, nous devons arriver à la culture de fortifier la personnalité de l'État. Parce que nous sommes en train de sentir que ceux qui sont en train de commettre comme bévues, non, non. Parce que je me dis, aujourd'hui, ces entreprises minières, elles partent, la loi prévoit que vous prenez l'environnement tel que vous l'avez trouvé et à votre départ, vous le restituez tel qu'il était. Ce qui n'est pas fait. Non. Mais toutes ces entreprises qui partent ici, elles nous laissent tout. Mais l'État est où? L'État est où? Et je suis en train de me dire, le système de mines, ça dépend de Kinshasa. C'est bien beau, ça dépend de Kinshasa. Mais qui subit les conséquences? C'est pas Kinshasa. Donc, l'argent devait refluer d'abord les caisses de l'État des provinces et des ETD. Oui, parce que si nous avons cet argent à la normale, à la totalité, nous avons aussi beaucoup de choses qu'on peut réaliser dans cette province. Mais si on continue à dire, non, non, là, non, ne payez pas d'abord. Vous allez payer après. Les entreprises minières criaient comment ils avaient déjà de l'argent pour les ETD. Mais aujourd'hui, les ETD fonctionnent avec cet argent. Mais vous ne leur donnez pas. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas. Ce qui ne marche pas, ce n'est pas la province qui bloque. Ça signifie, quelque part dans le système, il y a Kinshasa qui bloque. Oui. Parce qu'en fait, nous, ici, nous parlons comment renflouer les caisses de la province, des ETD, pour que le Haut-Katanga se développe. C'est comme ça que je rappelle que nous sommes aussi une province minière. Parce que si souvent on échappe à ça, on veut parler d'autre chose. Non, nous sommes une province minière. Ceux qui refusent, ils refusent, mais quand nous regardons, qu'est-ce qui nous fait vivre? Ce sont les mines. Qu'on le veuille ou pas. Mais ça ne veut pas entraîner que les citoyens ne payent pas, ne fassent pas son devoir. Et les impôts. Parce que c'est là où les gens disent, non, il m'a minéré au Tenapitaï, qui s'en achète au ripier, j'ai minéré et tout. Non? Qui vous a dit qu'il y a? La loi est claire. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Donc, même si tu as construit ton étage, tu dois... Est-ce que tu as déjà signé un contrat où on te dit que la terre t'appartient? Le dernier contrat au cadastre et au titre d'immobilier, c'est contrat de location. Donc, vous êtes locataire sur la terre de l'État. Et puis, les impôts fonciers et les impôts de revenus sur le locatif, ce sont des impôts sûrs. On sait qu'il y a 10 millions de maisons. On sait qu'on a... Déjà que c'est une question que vous abordez, cette question sur les hyper, une question qui fait couler beaucoup d'encre de salive actuellement en RDC. Les hyper, qui, en fait, ce sont des impôts qui font mal à la tête à plusieurs Congolais. Je pense que la prochaine fois, nous allons parler de ça. Il faudrait quand même éclairer l'opinion sur cette question des hyper. Les salaires, on sait qu'à la fin du mois, il faut qu'on récupère les impôts fonciers. C'est vraiment de la matière que vous soulevez. Non, mais on ne récupère pas, on le paye. Non, tu vois. Et puis, vous savez que nos taxes et nos impôts, nous sommes dans un système déclaratif. C'est toi qui vas déclarer. Et nous n'avons pas la culture d'aller déclarer. Moi, je pense qu'il faudrait aussi, dans le cadre de stratégie, essayer un peu de changer de système. Parce que ça s'avère important. Ça s'avère important. Là, on est en train de me faire signe par le réalisateur que nous sommes en train déjà de chuter. C'est de la matière, nous allons y revenir la fois prochaine. Moi, je vous ai dit, on récupère. Les hyper, vous dites, nous payons les hyper. Il faut aller payer.
il y a déjà un débat sur cette question. Les Congolais ne comprennent pas, j'insiste sur cette question des impôts fonciers, parce que simplement on sent que l'administration sur le plan bancaire, face à ces impôts, c'est une administration lourde. Non, ma soeur, moi je fais le terrain. On va y revenir. Il faut pas, ceux qui disent ça, on veut seulement chercher des échappatoires. C'est lourd par rapport à quoi? On va y revenir. La fois prochaine, on va y revenir. Merci. On va y revenir. Je pense que ça fera l'objet de toute une émission pour que vous exprimiez longuement sur cette question des impôts fonciers. On va y revenir. Nous sommes en train de chuter petit à petit pour ce magazine d'aujourd'hui. Monsieur Jean-Luc Kayoko, coordonnateur général de la PODEFIP. En bref, qu'est-ce qu'on peut faire pour renflouer les caisses de l'État congolais? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et aussi, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population du Haut-Katanga, puisque nous sommes dans la province du Haut-Katanga, qui au fait n'arrive pas à balayer devant sa parcelle? Nous sommes en train de voir qu'on est en train de réhabiliter des routes. On a même mis du pavé sur l'avenue, par exemple, l'avenue Kassavoulou. Mais devant toutes ces parcelles, on a placé du pavé, on a même mis du gazon. La population qui vit là-bas ne sait même pas entretenir ou même arroser ce gazon qui se trouve devant sa parcelle. Qu'est-ce que vous... Voilà, madame, ce qu'il faut retenir, c'est que d'abord, il y a un problème de veille des consciences de citoyens congolais. Que le citoyen congolais comprenne que c'est son pays, c'est lui qui a le pouvoir. Que nous ne puissions pas continuer à nous leurrer en disant l'autorité va faire, l'autorité va faire. Non, chers citoyens, chers collègues, chers amis, chers frères et sœurs, nous devons éveiller notre conscience. Quand vous regardez dans d'autres pays, vous les enviez, ce sont des taxes et des impôts. Il y a même des pays qui n'ont même pas de mines, qui n'ont même pas du bois. Juste les taxes et les impôts, et ces pays se développent. Parce que le citoyen a pris conscience que c'est lui qui donne le moyen de la politique de l'autorité. Ne nous mettons pas seulement du côté de réclamer qu'on réalise pour nous ceci, qu'on réalise pour nous cela. Mais est-ce que nous remplissons notre devoir? Donc nous avons le pouvoir. Mais il faudrait aussi arriver à moderniser tous les services générateurs de recettes. Les gens se servent à la source. Ça, il faut arriver à détruire le système. Ce ne sont pas les personnes, mais ce sont des systèmes qui sont déjà installés des années, et ça permet aux gens de... Aussi, il faut avoir des aviseurs. Citoyens congolais, vous voulez aider votre gouvernement, soyez aviseurs. Et nous demandons aux services générateurs de payer des aviseurs. Quelqu'un qui amène un dossier qui démontre qu'on a détourné et vous récupérez l'argent. Payez-lui directement. Parce que ne dites pas, oh, que le gouverneur, non, il a fait, l'argent a été perdu. La loi dit, vous devez lui payer, payez-lui directement. Nous voudrions aussi rappeler qu'il faut une très grande sensibilisation. Une très grande sensibilisation pour l'éveil de conscience sur la culture fiscale. Et puis, nous devons nous-mêmes nous limiter. Parce que les citoyens, s'ils arrivent à comprendre que c'est eux les pions de ce pays, les maillons de ce pays, nous devons déjà réussir beaucoup de choses. Mais aux opérateurs économiques et aux entreprises minières, s'il vous plaît, payez les taxes et les impôts. Vous savez, quand Kinshasa vous protège aujourd'hui, demain vous ne serez pas protégés. Le jour où les citoyens, la communauté se mettra sur la route où vous faites passer vos minéraux, le Kinshasa ne viendra pas. Mais c'est vous qui allez perdre. Donc payez-nous, donnez-nous le peu d'abord qui est prévu là. Donnez-nous. Merci beaucoup. Je pense qu'ils vous ont suivi. Monsieur Jean-Luc Kayoko, coordonnateur général de la PODEFIP, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation et j'espère que le message est passé.
fidèles téléspectateurs de la RTNC Katanga, nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine d'aujourd'hui concret. Concret qui a reçu pour vous M. Jean-Luc Kayoko, coordonnateur général de la PODEFIP. Avec lui, nous avons parlé de ces stratégies qu'il faut mettre en place, comment renflouer les caisses de l'État, comment les finances publiques se comportent à ce jour en RDC, plus précisément dans le Grand Katanga, et pour aller en détail dans la province du Haut-Katanga. Nous avons le devoir de payer nos impôts, nos taxes. C'est comme ça que nous allons réclamer qu'on arrange pour nous les routes, qu'on réhabilite, sinon nous ne donnons pas la politique des moyens à l'autorité provinciale. Si vous avez aimé ce magazine d'aujourd'hui, dites merci à la réalisation d'Espérance Média, mais aussi à la programmation de la RTNC Katanga. Bye bye et à la prochaine.